Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier, vendredi, Klaus Bernard, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate est allé faire ses adieux au chef de l'État. À la présentation du premier laboratoire privé de biologie médicale en Côte d'Ivoire, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre de l'Industrie et des Mines ont appelé les entreprises ivoiriennes à se conformer aux normes internationales de qualité pour satisfaire les besoins des populations. Et puis, grave glissement de terrain ce samedi en Chine, dans un village de Shinmo, dans la province de Sichuan. Les pluies de ces derniers jours seraient à l'origine de l'éboulement. Bilan, 46 maisons du village emportées, 141 personnes portées disparues. Les sauveteurs sont à la recherche de survivants. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier vendredi l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Klaus Bernard est allé faire ses adieux au chef de l'État. Le compte-rendu d'Awa Touré. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Dr Klaus Bernard, en fin de mission, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur la coopération ivoiro-allemande. Le docteur Klaus Bernard s'est dit heureux d'avoir contribué au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. J'ai eu le privilège de témoigner 3 ans de progrès économique, politique, démocratique, mais aussi social dans la Côte d'Ivoire. Et je suis fier que l'Allemagne, qui est un partenaire de la Côte d'Ivoire, a pu contribuer à cette émergence. Pendant mon séjour, il y avait beaucoup de moments de grand bonheur. Je pense par exemple à mes visites dans les écoles de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas moins que 250 000 des élèves qui apprennent l'allemand. Il y avait évidemment aussi des points sombres. Je pense à l'attentat des terroristes à Grand Bassam le 13 mars 2016 où la directrice du Goethe-Institut était une des victimes de cet attentat. En général, je pars avec un grand sentiment de reconnaissance et je suis sûr que je vais revenir ici en Côte d'Ivoire comme personne privée. En Côte d'Ivoire, depuis 2014, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a par ailleurs indiqué qu'il part avec le sentiment du devoir accompli. Le vice-président de la République, lui, a reçu en audience plusieurs personnalités, dont le président du Conseil français des investissements en Afrique. Les échanges ont porté sur le programme de renforcement des compétences en Afrique. On reste avec Awa Touré qui nous fait un point de ces audiences. Le Conseil français des investisseurs en Afrique lance officiellement à Abidjan son programme de renforcement des compétences en Afrique, RH Excellence Afrique. Le président du CIAN a présenté vendredi cet important programme de formation professionnelle au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le CIAN, que je représente et qui est le regroupement de toutes les entreprises françaises qui travaillent en Afrique, a décidé de lancer un programme qui s'appelle RH Excellence Afrique et qui a pour objet d'améliorer la formation professionnelle en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, de manière à rendre les formations qui sont dispensées par les établissements existants en adéquation avec les besoins de l'économie, c'est-à-dire de former des jeunes qui, à la sortie, vont trouver un travail. Donc rapprocher ces deux mondes que représentent l'enseignement professionnel d'une part et les entreprises d'autre part. Toujours dans le cadre de la formation professionnelle, le vice-président a échangé avec le directeur Afrique de HEC. Cette visite s'inscrit dans une visite aussi de courtoisie suite à la visite sur son Excellence du vice-président sur le campus HEC. À cette occasion, je rappelle qu'il y a un mémorandum qui avait été signé pour un accord de partenariat entre
l'SKE, qui vous savez est une école qui appartient au groupe INP-HP, et un partenariat entre donc HEC, cette école, afin de les conduire sur quatre points, qui étaient la mobilité des étudiants, entre les étudiants ivoiriens et les étudiants donc, de HEC Paris. Il y avait aussi un point qui était très important sur l'accompagnement des étudiants ivoiriens pour intégrer la grande école HEC. Troisième point, il s'agissait aussi de faire, comme on a pu le voir il y a quelques années, de venir pour un renforcement des capacités de l'ingénierie de l'SKE. En vue de la modernisation de la fonction publique, HEC va mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Autre lieu, autre audience, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le nouveau président de la conférence épiscopale, Monseigneur Ignace Bessi, s'y est rendu hier vendredi. Élu seulement en mai dernier, il a été reçu par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'entretien a porté sur la collaboration entre la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et le gouvernement pour la paix et la stabilité dans le pays. Michel Digré. Nous sommes là pour présenter à notre ministre de tutelle le nouveau président de la conférence épiscopale, mon successeur, Monseigneur Bessi. Le nouveau président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire est l'évêque de Katiola depuis 2004. Monseigneur Ignace Bessi dirige également la commission épiscopale de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs en charge de la gestion du Fonds national catholique. Les échanges entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et la délégation de la conférence épiscopale ont porté également sur la collaboration entre l'Église catholique et l'État dans le respect de chaque institution, mais pour le bien de la nation. L'Église est au service de l'homme et vivant dans la société humaine, elle est donc au service de cette société. Et donc nous avons dit au ministre que nous sommes disponible en tant qu'Église à accompagner notre pays dans la recherche de la paix pour que cette paix soit le terreau sur lequel le développement de notre pays se construit et se construira. Donc nous sommes totalement ouverts au dialogue et nous avons admiré le fait que le ministre, membre du gouvernement, soit aussi ouvert à ce dialogue. Ensemble, nous travaillons main dans la main pour conduire notre pays sur le chemin du développement. L'ancien directeur général de l'ADDR, l'autorité anciennement en charge du désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, était récemment devant le département de maintien de la paix des Nations Unies. Fidel Sarasoro y a présenté l'expérience ivoirienne en matière de désarmement et de sortie de crise. Car selon l'ONU, la Côte d'Ivoire en est un exemple. Herman Guivet nous en dit plus. La Côte d'Ivoire invité à partager son expérience aux Nations Unies en matière de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avions trois approches. L'approche classique fixe dans des camps, l'approche mobile où nous donnions rendez-vous à des ex-combattants dans des endroits et nous pouvions récupérer leurs armes, et l'approche communautaire. Les éléments clés qui ont permis à ce processus cette impulsion, la volonté politique au plus haut niveau. Le Conseil national de sécurité, instance qui est présidée par le chef de l'État, se réunissait pendant toute cette période, toutes les 2 semaines. Fidel Sarasoro, ex-coordonnateur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, présente le bilan du processus DDR, des anciens combattants devant le département de maintien de la paix de l'ONU. Au cours de ce processus, 44 000 armements, dont 14 000 armes ont été recueillis. Environ 70 000 ex-combattants ont été réintégrés. Nombre d'entre eux ont été réinsérés. Et même s'ils désarmaient, ils n'étaient pas acceptés dans leur communauté. La resocialisation, je pense que ça a été la plus grande réussite du DDR en Côte d'Ivoire. Ce sont des ex-combattants qui fabriquent des pavés à partir de déchets plastiques, la construction et autre chose. Pour l'ambassadeur Bouakamon, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, le succès du processus DDR en Côte d'Ivoire tient également à une réforme du secteur de la sécurité robuste et à la mise en œuvre d'un concept de resocialisation des ex-combattants.
Les récentes manifestations dans l'armée éclairent sur la nécessité d'accélérer la réforme du secteur de la sécurité et le professionnalisme de l'armée nationale afin de donner aux soldats ivoiriens une identité républicaine. La haute représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Itsumi Nakamitsu, a affirmé au cours d'une table ronde de haut niveau au siège de l'ONU à New York que la Côte d'Ivoire est un exemple en matière de DDR. L'exemple ivoirien tel que présenté par Fidel Sarasoro pourrait éventuellement servir d'exemple à d'autres pays de la sous-région qui connaissent une certaine précarité en matière de sécurité post-crise. Montant total du processus DDR en Côte d'Ivoire, 100 milliards. La contribution de la Côte d'Ivoire s'élève à environ 70% du montant. La page de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire est donc en train d'être définitivement tournée. Outre la réintégration des ex-combattants, il faut aussi noter le retour progressif de tous les exilés. Timité Vassetou Ben Rassoul, l'ex-chef de cabinet d'Ibrahim Koulibaly, dit IB, est de retour en Côte d'Ivoire chez lui après plus de 6 ans d'exil. Il dit être de retour pour tenter d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays. Sidonie Davila. Timité Vassetou Ben Rassoul, ex-chef de cabinet d'Ibrahim Koulibaly d'IB, signe son retour sur sa terre natale. Parti depuis 2011, Ben Rassoul fait partie des Ivoiriens qui ont fui le pays pour se réfugier au Ghana voisin à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut saluer ce genre d'initiative à leur juste valeur. En saisissant la main tendue des autorités, je pense avoir joué mon rôle qui est, n'est-ce pas, de faire en sorte de contribuer à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je voudrais exhorter les autres frères qui sont encore hors du pays, au Libéria, au Ghana, etc., à regagner leur pays. Il n'y a pas d'inquiétude. Il ne peut y avoir d'émergence véritable sans cohésion sociale. Donc, c'est ensemble que nous allons mener à bien cette cohésion sociale-là. Plaisir de retrouver les siens, surtout plaisir pour ce désormais ex-réfugié de rattraper le temps perdu en contribuant au développement de son pays. Mon combat sera d'éduquer la jeunesse estudiantine scolaire aux médias et à la démocratie. Le manque de culture civique, le manque de culture citoyenne là, les amène à poser un certain nombre d'actes. Donc il faut combler ce déficit éducationnel là. Si Ben Rassoul a décidé de faire un retour au bercail, c'est bien grâce au gouvernement qui, à travers son ministère de la Cohésion sociale, encourage les exilés à un retour définitif. Pour l'État de Côte d'Ivoire, le retour de ces réfugiés est un enjeu pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara. Ce matin, à son cabinet, la joie était à son comble pour la ministre Mariatou Koné, pour qui le retour de chaque exilé est une bataille presque gagnée. Je suis très heureuse. Depuis que je suis là, on a l'habitude de voir des pro-Gbagbo. Aujourd'hui, on a un pro-IB et ainsi de suite. Et je pense que l'émergence est en marche, la cohésion sociale est en marche. Tous ceux qui sont rentrés sont là, on n'emprisonne pas. Il n'y a pas de problème, il faut revenir chez soi. La ministre Mariatou Koné a réaffirmé la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour le retour du contingent résiduel de réfugiés ivoiriens. Une mission au Libéria est annoncée en début de semaine prochaine. Et notez que le nombre d'exilés estimé à 300 000 en 2011 s'élève désormais en 2017 à 36 760, selon le ministère de la Solidarité qui dit poursuivre ses efforts pour au final aboutir à 0 exilé. Les ministres de la Santé humaine et animale des 15 États membres de la CEDEAO étaient en conclave récemment à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre pour créer une synergie régionale afin de contenir toute épidémie, qu'elle soit de source humaine ou animale. Kobenan Kwasi Adjoumani représentait la Côte d'Ivoire à ses assises. Victorine Yaoyobwe, Francis Boifo. Les Ivoiriens se souviennent encore des restrictions imposées par Ebola. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de cas d'Ebola pendant que cette épidémie faisait plusieurs victimes en Guinée et au Libéria voisin. La synergie d'action au niveau des États membres de la CEDEAO a permis tant bien que mal de circonscrire l'épidémie. La zone CEDEAO a tiré les leçons de la gestion de cette crise sanitaire et veut faire mieux. Les ministres de la Santé humaine et vétérinaire se sont donc rencontrés à Abuja au Nigeria.
Le but, définir une vision commune en matière de santé pour prémunir les populations de ce type d'épidémie. Le ministre des Ressources animales et halieutiques représentant la Côte d'Ivoire à cette rencontre a souhaité une collaboration plus accrue entre les ministères de la Santé, ceux des Ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, ainsi que de l'environnement. Car les épidémies proviennent généralement de ces milieux, selon Kobina Kwasi Adjoumani. Le conclave d'Abuja, placé sous l'égide de la FAO et de l'OMS, marque un nouveau départ dans la riposte concertée contre les épidémies dans la zone CEDEAO. Je vous le disais en titre, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre de l'Industrie et des Mines appellent les entreprises ivoiriennes, en tout cas celles qui hésiteraient encore à se conformer aux normes internationales de qualité. Cela pour satisfaire les besoins des populations. C'était lors de la cérémonie de présentation de l'accréditation ISO 15189 du premier laboratoire privé de biologie médicale en Côte d'Ivoire et le deuxième en Afrique de l'Ouest. On retrouve Francis Boifo. Des spécialistes en santé s'accordent à dire que les examens médicaux constituent la porte d'entrée à tout diagnostic, ce qui suppose que les résultats issus de ces examens doivent être fiables, donc acceptés par tous les laboratoires et par tous les praticiens. Cette vérité emmène les responsables des structures d'analyse médicale à se conformer aux normes internationales de santé. En Côte d'Ivoire, un laboratoire privé vient d'obtenir la première accréditation ISO 15189 en biologie médicale, la deuxième en Afrique occidentale pour les examens liés aux liquides biologiques humains tels que l'analyse de sang, l'urine, le sel, la salive. Cette accréditation permet à tout habitant de la Côte d'Ivoire de faire ses examens en Côte d'Ivoire, résultats d'examens qui seront validés à l'étranger sans avoir besoin de refaire l'examen. Nous nous battons pour la qualité, pour l'excellence au niveau des soins. Le gouvernement ivoirien travaille dans le système de santé à faire en sorte que nous puissions équilibrer les prestations de soins, aussi bien au niveau du public que du privé. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons de plus en plus que le privé se développe, que le privé soit de plus en plus crédible. Des privés crédibles pour accompagner le public dans la prise en charge des malades, surtout à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger, ajoute la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou Kofi et son collègue de l'Industrie et des Mines invitent à l'amélioration de la qualité des infrastructures, des services et des produits. Nous poussons l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs productifs et dans tous les services à aller dans le sens donc de la qualité de l'accréditation. Le gouvernement attache du prix à la qualité des infrastructures, des services et des produits parce que la qualité est à l'origine de tout développement économique et social. Amadou Koné, le ministre des Transports et son homologue burkinabé ont échangé hier vendredi à Paris avec les responsables du groupe Bolloré. Une rencontre qui intervient à 3 semaines du 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au centre des échanges, le retard dans la réalisation du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Ces travaux étant confiés au groupe Bolloré, les deux ministres sont allés informé de l'évolution du dossier. Mamadou Kwasi était témoin de la rencontre, son reportage. À la dernière session du traité d'accord et de coopération de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les deux parties ont décidé de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, d'un coût global d'environ 262 milliards de francs CFA. Les travaux seront réalisés par l'entreprise française Bolloré, mais depuis quelques mois, un retard est constaté dans le début des travaux. Pour mieux comprendre cette situation, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et son collègue du Burkina Faso en charge des transports échangent ici à Paris, dans la capitale française, avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Le prochain sommet, c'est dans 3 semaines. Donc nous avons voulu, en tout cas ensemble, pouvoir revisiter, comprendre ensemble qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça piétine. Le concessionnaire effectivement qui finance. Il y a des raisons financières qui avancent, ce qui est normal, qui est tout à fait normal. Alors nous, les deux pays, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions réaliser en tout cas ce projet qui est capital pour nous.
Les responsables de l'entreprise Bolloré ont présenté aux différentes délégations les problèmes rencontrés dans la réalisation de ce projet. Qu'on soit bien d'accord sur les perspectives de trafic et les priorités à donner. Nos équipes vont travailler dans les 2 semaines qui suivent de manière à proposer aux autorités les derniers contours du projet de manière à avancer encore une fois très vite. Le ministre Amadou Koné et son collègue du Faso ainsi que la partie française se sont donné rendez-vous dans les jours à venir en vue de finaliser le dossier. Après cette rencontre, la délégation ivoirienne conduite par le ministre Amadou Koné a échangé avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires venus présenter au ministre et à sa délégation un projet de modernisation du système du transport public abidjanais. Un projet portant sur la fourniture de 500 autobus annuellement à la Soutra et la construction à Abidjan d'une usine de montage d'autobus. Cette entreprise, au dire de ses responsables, veut contribuer à la politique de modernisation et de professionnalisation du secteur du transport public ivoirien, déjà entamée par le gouvernement. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et des Loisirs a visité récemment les différents sites qui vont abriter les compétitions sportives et culturelles des 8e Jeux de la francophonie. Pour François-Albert Amicha, la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir cet événement. Il le dit au micro d'Issa Chonanyeo. Le ministre des Sports sur le site des infrastructures des 8e Jeux de la francophonie, accompagné par le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Mambé. Le ministre Amicha François a visité le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. On peut être satisfait et on peut être fier du travail qui a été accompli par les différentes équipes qui travaillent sous la supervision de M. le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est l'expertise ivoirienne, c'est la volonté et la détermination du gouvernement et c'est surtout les conseils du Comité international des Jeux de la francophonie qui nous a aidés depuis le début. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a changé de visage à la grande satisfaction du ministre des Sports. En tant que ministre de tutelle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, que notre institut, notre centre de formation se trouve totalement transformé. L'INJS, au sortir des 8e Jeux de la francophonie, disposera des infrastructures qui ne seront plus à dimension nationale, mais qu'il faudra envisager à dimension internationale. Le secrétaire général de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, satisfait de la réalisation des travaux, lance un appel aux pays participants. Nous sommes venus aussi constater, pour lancer le message à tous les pays membres qui désirent envoyer des athlètes, leur assurer qu'ils peuvent même venir plus tôt, commencer les entraînements, découvrir les infrastructures et participer effectivement aux Jeux. Le ministre des Sports, Amicha François, a indiqué que la Côte d'Ivoire est fin prête, à moins d'un mois de l'événement, à accueillir ces Jeux. Comme chaque année, la communauté internationale a célébré hier 23 juin la journée internationale des veuves et des orphelins. Ici en Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives sont prises pour soutenir ces personnes très souvent vulnérables. C'est le cas de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité qui a démarré les travaux de la construction d'un centre d'accueil de plus de 100 personnes. Objectif, participer à la réinsertion des veuves et des orphelins en situation précaire. C'est ce que nous dit Astou Touré. Riviera, Carrefour Abata, des veuves et des orphelins découvrent leur futur environnement. Un site de 1000 m², propriété de l'ONG Côte d'Ivoire en solidarité. La structure compte y bâtir un centre d'accueil d'une capacité de plus de 100 pensionnaires. Cette ONG créée en 2010 assiste à ce jour 250 veuves et orphelins. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité veut à travers ce centre mettre en œuvre son programme de réinsertion. C'est pour elles que nous voulons construire un centre d'accueil. Elles seront soignées, elles seront suivies. De là, elles iront faire un petit commerce. Nous appelons à l'esprit de solidarité de tous les Ivoiriens. Les futurs bénéficiaires cachent difficilement leur joie. Ce sont des gens qui viennent soutenir les veuves et les orphelins. Ils viennent pour nous soutenir, pour nous donner de quoi manger. Vraiment, je veux que ça soit vraiment réalisé pour qu'on puisse
être à l'aise. Le centre d'accueil pour veuves et orphelins de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité comportera un dortoir, un réfectoire, une salle de jeu et une salle d'enseignement. Il va coûter plus de 50 millions de francs CFA et sera opérationnel d'ici fin 2018. La gendarmerie de Dimbokro a saisi récemment des armes de guerre. Ce sont deux individus connus dans la région comme des pêcheurs bozo qui les détenaient. L'opération a eu lieu dans le village de Kwadio et Tiankro de Nofou et les mises en cause ont été déférées puis condamnées par le tribunal de Dimbokro. Les précisions de Gena Toubé. C'est grâce à une information des populations du village de Kwadio et Tiankro que la gendarmerie de Dimbokro a mis la main sur Diara Drissa et Manu Kanou. Les deux pêcheurs bozo avaient comme arsenal des fusils, 90 munitions, un chargeur FSA, une jumelle et divers autres accessoires, dont des amulettes et des gris-gris. La saisie a eu lieu le 10 juin dernier, suivie d'une opération de ratissage le lendemain, laquelle a permis aux éléments du capitaine Agoudou de la gendarmerie, selon ses dires, de découvrir que les deux individus détenaient également un véhicule 4x4 appartenant à leurs complices. Déférés devant le parquet, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes par le tribunal correctionnel de Dimbokro en son audience du 21 juin 2017. Les deux individus écopent chacun d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Leur complice, lui, court toujours. Le mois de Ramadan tire à sa fin et le jour de la fête avant la prière, tout musulman a l'obligation de faire la zakat el-fitr ou l'aumône de la purification du jeûne. L'objectif, c'est justement de purifier le jeûne et permettre aux nécessiteux de passer un bon moment de fête sans commander. Comment le faire et à quel moment exactement le faire? Élément de réponse avec Ami Sissoko. Bientôt la fin du jeûne musulman. Ce jeûne ne sera agréé pas alors que si le fidèle musulman s'acquitte de la zakat el-fitr, l'aumône de la rupture, l'aumône de la purification du jeûne. La zakat el-fitr, c'est un élément même clé, même du jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui n'a pas fait la zakat el-fitr, la récompense de son jeûne va se suspendre entre les cieux et la terre. La récompense ne va pas atteindre Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat el-fitr consiste à faire don de denrées alimentaires à ceux qui sont dans le besoin. C'est une obligation pour tout musulman ayant les moyens. Sa valeur est comprise entre 1250 et 1500 francs CFA, soit 2 ou 2,5 kg de céréales par personne. Il y a beaucoup aussi qui me demandent comment ça se fait. Il veut faire zakat fixe, mais il ne sait pas avec quel riz il fait. Donc je leur dis, riz que tu manges là, c'est ça que tu dois faire. Si c'est du riz je consomme, je donne ça en riz. Si c'est du mil, je donne ça en mil. Si c'est du sorgho, je donne ça en sorgho. Ce que je consomme toujours, c'est ce que je dois donner. Le chef de famille doit faire la zakat el-fitr, il doit faire pour ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans son autorité, même un enfant qui est venu au monde avant la prière, c'est-à-dire cet enfant, ce bébé, on doit prélever sa zakat el-fitr. Cette aumône est obligatoirement remise aux nécessiteux. Elle peut être donnée soit en nature, soit en numéraire. C'est aussi une aide, un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils soient à l'abri du besoin le jour de la fête. Nous donnons du riz, mais souvent on calcule la valeur en argent et nous donnons à la mosquée ou bien à des nécessiteux. Peut-être 2,5 kg. C'est comme ça que je calcule le nombre de mes personnes que je dois payer pour elle. Et je paye ça comme ça en argent. Et aller amener ça à un imam. Il est beaucoup vieux. Et il ne travaille plus, il est à la maison avec sa famille. On peut donner ça 3 jours avant la fête, 2 jours avant la fête, mais le dernier moment, c'est avant d'aller à la prière. La zakat el-fitr ou l'aumône de la purification du jeûne est différente de la zakat el-mal, l'aumône sur les biens, l'un des piliers de l'islam. Il y aurait 141 personnes portées disparues. Un glissement de terrain a emporté 46 maisons du village chinois de Shenmo dans la province de Sichuan ce samedi 24 juin 2017 vers 6 h du matin, heure locale. Les sauveteurs sont à la recherche de survivants et les pluies de ces derniers jours seraient à l'origine de l'éboulement.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end et à demain, 13h.